Au cours de cette conférence de presse, conjointement animée par le président du groupe de la BID, Ahmed Mohamed Ali, et le ministre d'État en charge du plan, Amadou Boubacar Sissé, les journalistes ont saisi cette opportunité pour avoir des précisions sur les domaines d'intervention de la BID, ses investissements au Niger et le partenariat entre cette institution et notre pays. Je pense que cela, il faut le mettre dans le contexte du pays actuellement. La banque a négocié sur la base du potentiel qu'offre ce pays aux différentes opportunités au niveau de la banque. Nous avons revu, avec beaucoup de prudence, le programme de la Renaissance sur la période qui est envisagée, d'accompagnement qui est envisagé, et il est clair que le gouvernement est de PDS, et il est clair que la République du Niger passe par une étape majeure dans sa reconstruction, ou plutôt de sa construction. Nous avons un plan crédible d'un côté, cohérent, avec beaucoup d'ambition et d'objectifs pertinents et qui recoupe les priorités au niveau de la banque. Je crois que c'est ce qu'il y a de nouveau peut-être. Nous avons toujours accompagné le Niger, mais nous pensons que nous sommes dans un contexte très favorable qui permet à la banque de se déployer de manière plus vigoureuse, et ceci est grâce à la coopération que nous avons avec M. le gouverneur ici présent. Deuxième chose, quelles sont les priorités? La priorité, c'est avant tout le secteur de l'éducation. Nous sommes une banque qui, depuis, a été créée sur la base d'un concept, celui de promouvoir la dignité humaine. La dignité humaine passe d'une certaine manière par le développement humain. Donc le développement humain, et particulièrement le secteur de l'éducation, sont relativement présents dans le cadre de ce programme. Suivent après le secteur des transports. Le secteur des transports, on parle toujours de l'enclavement du Niger, mais ça peut être également un atout. Mais pourvu que le Niger retrouve sa porte centrale dans les grands flux qui existent entre le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et la banque, depuis le départ, a saisi cette opportunité. L'avenir de ce pays passe, entre autres, par la création de cette route transsaharienne, par les flux qu'elle va libérer, les complémentarités qui existent entre le Maghreb et le sud, les complémentarités stratégiques qui existent entre l'est et l'ouest. Le secteur des transports demeurera un objectif fondamental. Les bailleurs de fonds arabes, nous travaillons avec des partenaires issus essentiellement du monde arabe. Nous avons une relation très privilégiée. Ça nous a permis de travailler ensemble et je pense qu'ils apporteront également à travers nous et directement dans les relations bilatérales leur contribution. Répondant aux préoccupations de la presse, le ministre d'État, ministre du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire, a salué la promptitude avec laquelle la Banque islamique de développement a répondu aux sollicitations du Niger. Pour nous, c'est une occasion supplémentaire de nous féliciter de la promptitude avec laquelle la Banque islamique de développement a été la toute première institution à concrétiser les annonces qui ont été faites au cours de la table ronde de Paris. En effet, la Banque islamique de développement s'était engagée en novembre dernier à Paris à hauteur de 400 milliards pour le financement de ce programme de développement économique et social. Et aujourd'hui, elle est venue, donc pratiquement moins de 6 mois après, concrétisée par cet accord que nous avons signé ce matin, l'effectivité donc de cette annonce qui a été faite. C'est, comme un de vos confrères l'a demandé, c'est la toute première institution qui est arrivée donc au niveau de concrétisation des annonces qui ont été faites. La Banque islamique de développement vient donc de conclure le montant de son financement. La Banque africaine de développement est en cours de discussion avec nous et nous espérons que dans quelques mois, ils seront donc à mesure aussi d'arriver au même niveau d'exercice. La Banque mondiale va certainement à la fin de ce mois présenter aussi à son conseil d'administration le document stratégique d'assistance de cette institution. Donc, comme vous le constatez, c'est vraiment pas surprenant que ce soit la Banque islamique de développement qui ait fait le premier effort
pour venir à nos côtés et nous ne pouvons bien sûr que les en remercier, ce qui du reste ne nous surprend pas, puisque ce sont des partenaires absolument fiables. Le président de la Banque islamique vous a indiqué ce qu'il a fait pour le Niger depuis 1976, ce qu'ils ont fait dans des conditions même où d'autres institutions étaient réticentes, et leur effet d'entraînement a permis de réaliser beaucoup de grands projets. Je peux citer bien sûr la route de Zender-Agadez qui n'aurait jamais pu être réalisée sans l'appui de la Banque islamique de développement. Le barrage de Kandaji a vu le jour essentiellement par l'action très forte que la Banque islamique a eu à faire, ce qui a constitué donc un effet d'entraînement qui a amené maintenant d'autres partenaires comme la Banque mondiale à s'y intéresser. Plusieurs autres préoccupations ont été également soulevées par la presse. Il s'agit de la présentation sur les modes de financement de la BID et le financement islamique et le développement durable. Des questions auxquelles les conférenciers ont apporté des précisions. Derrière les immeubles de la BCEAO et de la SONIDEP seront bientôt hissés les 2 tours de WAF, des infrastructures ultramodernes dont le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, a procédé cet après-midi à la pose de la première pierre. Un centre commercial et résidentiel grand standing entièrement financé par la Banque islamique de développement BID à hauteur de 13 milliards de francs CFA. La présente cérémonie reflète toute l'importance que le gouvernement accorde comme il se doit à l'éducation de la jeunesse de notre pays, c'est-à-dire à l'édification de son avenir. Il est aussi utile de mentionner que le rayonnement de l'Université islamique de Saï, qui est au centre de cette opération, dépasse le cadre strict du Niger, puisqu'elle accueille des étudiants de plusieurs autres pays, en particulier d'Afrique de l'Ouest. L'une des dimensions essentielles de cet événement est le fait que le financement qui sera généré par le projet ne sera pas un financement ponctuel ou tributaire des aléas budgétaires. Il constituera une source permanente de financement qu'il appartiendra à ses gestionnaires de développer et de renouveler autant que possible. Il s'agit pour notre pays et même pour notre sous-région d'une précieuse innovation. Cette innovation, nous la devons, et c'est là un autre aspect fondamental de l'inauguration d'aujourd'hui, nous la devons, dis-je, à un instrument qui date de plusieurs siècles. Je veux dire le Waqf. Le Waqf que nos voisins du nord du Sahara appellent aussi Habous, existe, comme vous le savez, depuis l'apparition de l'islam. Cet instrument qui consiste à consacrer un bien à une cause en général charitable a eu un effet extrêmement positif dans de nombreux domaines, y compris l'éducation et la santé. De nombreuses écoles et universités, des hôpitaux ont pu être créés et fonctionner grâce à un Waqf. Monsieur le Président de la République, permettez-moi de m'appesantir sur cette opération qui constitue une première dans notre pays, tant du point de vue de la nature que l'envergure du projet, mais aussi une innovation en ce qui concerne l'accès de notre pays à de nouveaux types de financement pour soutenir la mobilisation de ressources additionnelles pour la mise en œuvre de la politique économique du gouvernement. En effet, le projet Waqf au Niger, d'un coût total de 26 millions de dollars US, y compris la valeur du terrain, soit approximativement 13 milliards de francs CFA, consiste en la construction d'un centre commercial et résidentiel sur une superficie d'environ 10 000 m² sur l'avenue de la Mairie à Niamey, destiné à assurer une triple fonction centre d'affaires, d'appartements résidentiels et de bureaux. Il vise principalement l'amélioration des revenus de l'université islamique et contribue également à la fourniture de meilleures facilités de logement
en particulier en faveur de la frange de la population à haut revenu, incluant celles expatriées vivant dans la ville de Niamey, la création d'opportunités de nouveaux emplois pour les populations locales. Par cette opération, il s'agira d'aider à satisfaire de manière substantielle la demande de plus en plus forte en immeubles de qualité, plus spécifiquement au niveau de la ville de Niamey, qui abrite plusieurs sociétés internationales opérant dans le secteur de l'extraction de ressources naturelles, principalement l'uranium et le pétrole. Cette opération cible aussi la création de richesses nationales, notamment celles provenant aussi bien d'opérateurs nationaux que de la main-d'œuvre étrangère au Niger. Le projet WACF, objet de la présente cérémonie, est essentiellement constitué de 2 tours jumelles comprenant chacune un sous-sol abritant, outre les autres réseaux et services disponibles tels que l'électricité, l'eau, le téléphone, un parking automobile, un rez-de-chaussée pouvant contenir jusqu'à 21 boutiques à ce niveau pour une superficie totale de 3185 m², un niveau mezzanine pouvant abriter 17 boutiques chacune pour une surface totale de 2960 m², un local d'une superficie de 450 m², 16 étages par tour, dont les 2 premiers seront utilisés comme bureaux et le reste comme appartement. Ce joyau économique, dont la maquette est exposée à l'occasion de la présente cérémonie, est classé dans la catégorie des immeubles haut de gamme, construits conformément aux critères requis par les normes internationales. Le président du groupe Banque islamique de développement, Dr Ahmed Mohamed Ali, a souligné toute l'importance de ces immeubles pour les générations présentes et futures. Je saisis cette opportunité pour m'adresser à partir de ce podium à votre Excellence, Monsieur le Président, à votre gouvernement, à toutes les personnalités ici présentes, y compris les ulama, les gens des médias, les gens du monde de l'éducation, pour demander à tous de mener une campagne, une grande campagne, dès aujourd'hui, pour faire connaître et revivifier cette tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est le waqf, et à partir de laquelle nous pouvons développer plusieurs domaines d'action tels que ceux de l'éducation, ceux de la santé, etc. Inch'Allah. Je m'adresse également à l'Université islamique de Saï et à toutes les autres universités pour leur demander de créer des chaires pour étudier le waqf, pour le faire connaître, espérant que ce complexe que nous allons financer constituera, Inch'Allah, la première goutte qui annonce la venue d'une pluie abondante au profit des générations présentes et des générations futures. Auparavant, le président du conseil de ville de Niamey, Oumarou Dogari, a dans son mot de bienvenue indiqué que la construction de ces 2 tours rentre dans le cadre de la mise en œuvre de Niamey-Niala et constitue une opportunité de plus pour le développement économique de la ville de Niamey. Dans cette ère de mondialisation économique, le développement économique d'un pays se constate, en plus des autres aspects de mesure, par le développement de ses infrastructures. L'espoir que nous nourrissons et partageons avec nos concitoyens est en train d'être réalisé par votre engagement d'accompagner toutes les villes du Niger en général, et la ville de Niamey en particulier, en les dotant d'infrastructures adéquates répondant aux normes internationales. Ces réalisations, j'en suis persuadé, feront de la ville de Niamey une vitrine des capitales de l'Afrique de l'Ouest. La journée d'aujourd'hui, 11 avril 2013, sera inscrite dans l'annale des grandes réalisations de notre pays en général et de celle de la ville de Niamey en particulier. En plus d'être un vecteur de développement économique et d'échange, ce centre est un véritable instrument d'intégration économique et de peuple dans notre sous-région. Niamey-Niala, un projet grandiose, devient ainsi une réalité.
Monsieur le Premier ministre, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Excellence Dr Ahmed Mohamed Ali, président du groupe de la Banque islamique de développement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, honorables députés, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, honorables invités, Mesdames et Messieurs. C'est un grand honneur et un réel plaisir pour le Niger d'accueillir ce jour à Niamey Monsieur le Président de la BID, les dirigeants de votre institution et ses filiales. C'est aussi une grande joie qui a été signée ce jour et ici. Le protocole relatif au partenariat stratégique qui va être noué entre le Niger et la Banque islamique de développement pour un montant de 800 millions de dollars US, soit 400 milliards de francs CFA, sur la période 2012-2015. Les réunions qui commencent vont s'attacher immédiatement à la définition et aux conditions de mise en œuvre de ce partenariat stratégique. J'espère que nous pourrons fièrement parler, dans les périodes à venir, de l'esprit et de la vision qui auront présidé à nos travaux et donneront à ceux-ci une qualité qui fera date et servira d'exemple pour des partenariats du même type avec des pays frères. Monsieur le Président de la BID, je sais très bien et je voudrais saluer particulièrement le rôle actif que vous jouez à travers vos missions multiples en Afrique, comme dans de nombreux autres pays, dans la promotion du progrès économique et social des États membres du groupe de la Banque islamique de développement. Vous êtes le témoin privilégié des nombreuses avancées qui sont réalisées, mais aussi des défis de plus en plus redoutables que nous avons tous à relever. Vous avez rendu de très nombreuses visites au Niger, mais c'est la première fois que nous vous recevons avec une délégation de la quasi-totalité des hauts responsables du groupe de la BID. En témoignant ainsi au peuple nigérien votre amitié, vous pourrez également constater nos efforts considérables pour mener à bien les transformations que nous voulons réussir et, j'en suis certain, nous apporter de précieuses appréciations personnelles grâce à votre expertise. Monsieur le Président de la BID, le Niger est un des pays membres fondateurs de la BID. Il a été l'un des premiers du continent à obtenir des concours de l'institution que vous dirigez. La création de celle-ci, en 1975, était presque une révolution à l'époque, puisque c'était la première fois que la communauté musulmane, emmenée par ses composantes les plus riches, mais regroupant aussi de nombreuses nations africaines luttant pour leur propre développement, décidait d'intervenir sur un terrain où les seuls grands acteurs étaient auparavant la Banque mondiale et les principaux pays donateurs européens. 2 ans après le premier choc pétrolier de 1973, la naissance de la BID était bien la manifestation concrète que les pays du Moyen-Orient étaient décidés à mobiliser leurs nouvelles richesses pétrolières
pour contribuer activement aux actions de progrès économique et social des pays musulmans moins favorisés. C'était aussi la démonstration éclatante que les pays ainsi regroupés étaient capables de construire et de gérer eux-mêmes entièrement une institution puissante et performante. La BID a rapidement fait la preuve de son utilité et de ses capacités d'action. Sa crédibilité s'est imposée à tous et sa notoriété n'a cessé de grandir pour en faire un bailleur de fonds de premier plan dans le monde et un partenaire recherché par beaucoup d'autres institutions pour des cofinancements. Pour ce qui nous concerne, le Niger se réjouit d'avoir bénéficié depuis longtemps de la confiance de la BID et d'avoir donc reçu de celle-ci d'importants financements. Ces concours ont été orientés, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, vers divers secteurs, mais ont surtout concerné l'éducation, la santé, la sécurité alimentaire, les aménagements hydro-agricoles, les infrastructures routières, l'énergie, les télécommunications, l'eau et l'assainissement. C'est dire que ces interventions ont bien visé des domaines fondamentaux pour notre développement et ont eu un effet multiplicateur important, directement et indirectement, sur la progression de notre richesse nationale. Je voudrais citer à cet égard, à seul titre d'exemple, l'appui financier que vous nous avez apporté en 1985 pour la route Zender-Agadez, alors que toutes les grandes institutions prestigieuses refusaient de s'engager pour ce chantier. C'est ce même effet d'impulsion que vous avez donné plus récemment pour le barrage hydroélectrique de Kandaji, que beaucoup considéraient à l'époque comme utopique. Ce rôle de leadership éclairé reste pour nous inoubliable. Il est l'illustration même de l'apport remarquable de la BID pour de nombreux pays. De plus, ces concours, comme la plupart des interventions de la BID, ont été obtenus à des conditions très concessionnelles en termes de taux de rémunération, de délai de grâce et de durée de remboursement, ce qui renforce encore le caractère essentiel de ces financements pour la facilitation de nos actions. Même si votre institution est surtout connue et réputée pour ses concours destinés à des domaines stratégiques, elle a également construit au fil des années un large ensemble de structures et de filiales orientées vers des créneaux dont l'importance s'est avérée de plus en plus cruciale pour le développement de nos pays. C'est ainsi, en particulier, que la BID soutient désormais vigoureusement, à travers des sociétés spécialisées, le développement du secteur privé, l'assurance des investissements et des crédits à l'exportation ou le financement du commerce international. Ces domaines clés vous ont donné l'occasion de démontrer le caractère novateur de votre approche et votre culture du résultat concret que vos actions doivent engendrer. Elles ont aussi été l'occasion de montrer que les caractéristiques de la finance islamique s'accommodent parfaitement avec les contraintes et les objectifs désormais admis par tous d'une croissance économique soutenue et harmonieuse et de contribuer notablement à l'épanouissement de ces formes de financement. Cette vision globale que la BID a délibérément recherchée lui donne enfin une compétence toute spéciale pour le partenariat stratégique que nous concrétisons ce jour. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, notre réunion intervient à un moment particulièrement difficile mais crucial. Dans les principaux pays industrialisés, à partir desquels se déterminent encore aujourd'hui les grandes lignes de l'ordre économique international, une crise pernicieuse n'en finit pas de sévir, marquée notamment
par la poussée généralisée et ininterrompue du chômage, une panne de la croissance et un endettement public asphyxiant. Le relais de la croissance mondiale, assuré par les grands pays émergents, semble connaître quelques signes d'essoufflement. L'Afrique apparaît donc pour la première fois, avec sa croissance économique qui se confirme sur toute la dernière décennie comme une possible espérance nouvelle dans un monde empli d'incertitudes. Mais ce n'est pour l'instant qu'une faible lumière qui vacille sous le souffle de vents adverses, parfois violents. Celui de la sécurité d'abord, pour laquelle le Mali et le Sahel dans son ensemble payent en ce moment même un lourd tribut sous la menace du terrorisme et du crime organisé qui compromettent nos projets de développement. Celui du poids incessant des urgences qui monopolisent trop souvent les attentions et remettent parfois en question des orientations stratégiques. Celui de la très forte pression démographique qui rend toujours plus complexe à régler les questions relatives à l'emploi et à l'amélioration du niveau de vie des populations. Celui des financements internationaux pour le développement, de plus en plus difficile à obtenir sous l'effet des turbulences économiques mondiales que je viens d'évoquer. Au milieu de ces signes mêlés d'espoir et de difficultés, le Niger s'est engagé depuis 2 ans dans un combat titanesque pour placer définitivement le pays et tous ses habitants dans une nouvelle dynamique de progrès durable et inclusif. Nous nous appuyons à cette fin sur 3 principaux atouts qui doivent constituer des sécurités importantes pour les partenaires prêts à nous apporter leur soutien. Le premier est notre forte détermination pour obtenir, dans un délai limité, des améliorations des conditions de vie significatives et suffisamment visibles pour tous. Dans le programme de la Renaissance du Niger, que j'ai défini et que le gouvernement s'emploie énergiquement à mettre en œuvre, une course de vitesse est lancée. Les actions de l'État, la mobilisation demandée au secteur privé, l'appui nécessaire des partenaires techniques étrangers visant des mutations structurelles les plus difficiles sont engagés et nous les espérons irréversibles pour amener le pays dans un cercle vertueux de développement. C'est un challenge redoutable en raison des inerties et des obstacles à surmonter. Le second atout réside dans la nette amélioration des perspectives économiques que le Niger connaît depuis quelques années. Alors que la production d'uranium est restée longtemps avec l'élevage notre principale richesse, de nouvelles potentialités de grande envergure sont récemment apparues et ont commencé à être exploitées. Une nouvelle mine d'uranium de grande taille qui sera en activité à partir de 2015, la mise en exploitation du pétrole, le grand barrage de Kandajiki, au plus tard en 2016, augmentera fortement notre production d'électricité, mais créera aussi d'importantes surfaces irriguées supplémentaires. La mobilisation pour la mise en œuvre de la révolution verte, l'initiative 3N, sont quelques-unes des traductions concrètes de cette nouvelle ère. Ces futurs piliers de notre appareil économique ouvriront diverses possibilités de promotion d'autres secteurs, notamment les infrastructures de communication et des industries de consommation poussées par la croissance de la population et par celle des revenus. Le troisième atout est issu de notre approche qui a été résolument basée sur une planification globale et faisant l'objet d'une forte concertation entre tous les acteurs concernés. En retenant cette voie et en faisant du plan du développement économique et social 2012-2015 l'instrument de référence unique de toutes nos actions de développement, nous avons voulu
donner une cohérence indispensable à celle-ci. Nous avons souhaité nous assurer que la vision stratégique à long terme que nous avons soigneusement définie s'accompagnait de programmes d'investissement et de transformation structurelle capables d'imprimer les mutations désirées et de les réaliser selon le calendrier requis. Nous avons voulu créer un cadre de synthèse et de partage pouvant rassembler et mobiliser toutes les énergies indispensables pour arriver à nos objectifs. Cette démarche a été unanimement saluée et encouragée. Votre institution est une de celles qui l'ont le plus fortement soutenue en s'engageant sur un doublement des allocations de ressources en faveur de notre pays à l'issue de la table ronde de Paris tenue au mois de novembre dernier. La BID contribuera ainsi, comme cela vient d'être signé ce matin, à hauteur de 800 millions de dollars, soit 400 milliards de francs CFA, au financement du plan de développement économique et social, comme le concrétise, comme je l'ai dit, le protocole signé ce jour. Soyez-en à nouveau, Monsieur le Président de la BID, publiquement remercié par ma voix au nom de l'ensemble du peuple nigérien. Cette volonté, ces moyens, cette approche sont des bases indispensables pour les chantiers immenses et nombreux qui y sont liés. Ces travaux concernent toutes les composantes de notre société et de notre économie. Ils nous interpellent tous par leur urgence, car le combat pour le développement économique et social est aussi un combat contre le temps. Chaque jour qui passe, sans action appropriée, est une journée de souffrance supplémentaire pour de nombreuses femmes usées par des corvées diverses, pour les enfants victimes de malnutrition, pour de nombreux citoyens sans emploi, de difficultés accrues pour nombre d'entreprises nationales et de retards accumulés pour notre pays par rapport aux avancées d'autres pays ou aux échéances que le Niger s'est lui-même fixées. Il s'agit donc, si je puis dire, de reprendre la main sur notre destin. Permettez-moi de vous exposer brièvement 3 exemples qui expriment sans doute assez bien l'envergure des problèmes à résoudre, mais aussi celle des conséquences qui sont en jeu. Le premier est celui de l'agriculture et de toute notre classe paysanne. À ce jour, elle constitue respectivement encore l'une des principales richesses et la majorité de notre population. Pourtant, l'une et l'autre sont particulièrement vulnérables et défavorisées et sont donc tout naturellement un point central de nos préoccupations. La nécessité d'une meilleure sécurité alimentaire pour tous et d'une plus grande indépendance agricole, les très grandes potentialités en termes de ressources en eau et de terres irriguées, l'expérience et le courage de nos agriculteurs et de nos éleveurs sont de puissantes incitations à l'action. Mais les défis sont nombreux. Formation des paysans, amélioration et diversification des productions, modernisation des outils et des pratiques culturelles, renforcement des possibilités de stockage, raccourcissement des circuits de commercialisation, augmentation maximale des terres cultivées, énergie à bas prix, désenclavement des régions, rapprochement des décideurs et des administrés, etc. Toutes ces actions exigent aussi d'être parfaitement coordonnées entre elles pour dégager le plus possible d'efficacité. Le second exemple est celui des projets dits structurants, par leur effet d'entraînement. Ceux-ci sont fondamentaux pour la solidité et la pérennité de notre croissance d'une part et pour la mutation accélérée de notre appareil économique d'autre part. Mais leur taille et leur complexité génèrent souvent d'importantes difficultés
dans leur mise en œuvre. Le chantier de boucle ferroviaire Cotonou, Niamey, Ouagadougou, Abidjan l'illustre au plus haut point. Sa présence est vitale pour divers projets miniers, mais en même temps essentielle pour de nombreuses industries, pour les productions agricoles, au Niger comme chez nos voisins. Son caractère multinational a amené tous les États concernés à se mobiliser et exige des structures plurinationales. C'est pour cela que nous sommes en train de mettre en place des structures et des solutions économiques, financières, juridiques et opérationnelles. La nature du projet exige des solutions innovantes pour le partage des coûts et des revenus entre les États intéressés d'un côté, les bailleurs de fonds possibles de l'autre et tous les utilisateurs possibles. Ici également, nous devons agir plus vite, car il y a des femmes et des hommes qui attendent avec une patience extraordinaire, mais sans jamais de résignation, et qui croient à nos engagements avec ferveur. Le troisième exemple que j'aimerais partager avec vous est celui qui doit être mené pour la création des emplois. C'est plus qu'un enjeu économique, c'est une véritable bataille pour la dignité et pour l'espoir dans le cœur et l'esprit de chacun. Le chômage est l'un des maux les plus douloureux que nous devons combattre de toutes nos forces. Sa diminution est l'obsession sous-jacente de beaucoup de nos objectifs et de nos actions. C'est le cas pour la construction d'un système éducatif répondant en quantité aux besoins de notre jeunesse et en qualité aux demandes d'un système productif modernisé et ambitieux. C'est le cas pour la création et la consolidation d'industries compétitives qui nous manquent cruellement alors qu'elles devraient être une composante essentielle de notre système économique. Seules ces industries performantes pourront en effet créer les emplois qualifiés qui sont tant attendus. Seul un secteur productif plus puissant et plus dynamique garantira aussi à terme la pleine utilisation des infrastructures nouvelles pour lesquelles tant d'efforts sont actuellement consentis. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis convaincu qu'il y ait des moments privilégiés où une nation et son peuple ont rendez-vous avec l'histoire, soit qu'ils veuillent infléchir profondément certaines tendances de leur passé, soit qu'ils doivent affronter des périls d'une ampleur particulière. Comme je vous l'ai souligné tout à l'heure, ces deux causes convergent aujourd'hui pour donner au temps que nous vivons une densité exceptionnelle. Nous nous situons donc à un tel carrefour qui nous dicte nos choix. Il est clair que pour la mise en œuvre du vaste programme de la Renaissance, notre pays doit absolument mobiliser d'abord ses propres ressources. Nous l'avons d'ores et déjà décidé et commencé, car c'est notre destin que nous jouons et c'est nous qui avons fixé en pleine connaissance de cause le cap à atteindre. Mais nous savons aussi que nous ne pouvons y arriver avec nos seules forces. Un soutien puissant de la communauté internationale est également indispensable. Ce n'est d'ailleurs pas seulement une question de solidarité internationale, c'est aussi et surtout une question de logique. En ce monde totalement interconnecté, dans lequel les succès des uns conditionnent à plus ou moins longue échéance le succès des autres. C'est pourquoi nous attendons beaucoup des journées de la BID et de leurs conclusions. La matière première est particulièrement riche pour lancer des chantiers originaux, audacieux et d'un impact capital. Pour illustrer cette nouvelle dynamique, cet après-midi même, nous poserons la première pierre du complexe WACF, un financement innovant de lutte contre la pauvreté, inspiré par la religion
et la civilisation musulmane. C'est aussi, par la même occasion, une contribution de la BID de près de 13 milliards pour le programme Niamey-Niala. La détermination de la BID à soutenir le Niger est une autre donnée préalable très positive. Tout est donc réuni pour que ces journées soient une réussite exemplaire pour chacun de nous. Elles constituent alors pour notre pays tout entier un précieux encouragement et une obligation supplémentaire d'aller jusqu'au bout du chemin sur lequel nous sommes engagés. Sur cette ferme espérance, je déclare lancer le partenariat stratégique entre la République du Niger et le groupe de la BID pour la période 2012-2015. Je vous remercie de votre attention. Le président de la Banque islamique de développement, Dr Ahmed Mohamed Ali, a fait cet après-midi le déplacement de Karma en compagnie du ministre d'État, ministre du Plan Amadou Boubacar Cissé et de la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Ali Mariam Alhaji Ibrahim, pour visiter l'école Médersa de Boubon qui désormais portera le nom du Dr Ahmed Mohamed Ali. Élèves, parents d'élèves, enseignants et autorités administratives, coutumières et religieuses ont réservé un accueil chaleureux à la délégation de celui-là même qui déposa en 2001 la première pierre à partir de laquelle a été bâtie les classes à maturité définitive en lieu et place des classes payotes. Parmi ces classes financées par les BID dans le cadre du projet d'appui à l'enseignement franco-arabe au Niger, le président de la BID a personnellement financé sur fonds propres 2 classes au profit des élèves de l'école Madrasa de Boubon. Dans son mot de bienvenue, la ministre en charge de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a, au nom des plus hautes autorités du Niger, des populations de Boubon et à son nom propre, exprimé toute sa gratitude et ses remerciements à l'endroit du Dr Ahmed Mohamed Ali et à la Banque islamique de développement pour toutes les actions menées ou en cours en faveur du développement en général et de l'éducation en particulier. Excellence, Monsieur le Président, permettez-moi de rappeler quelques grandes réalisations de la BID dans le secteur de l'éducation à travers les 3 grands projets que vous avez financés. Le projet d'appui à l'enseignement franco-arabe au Niger, PAIFAN, d'un coût global de 9 381 180 200. Ce projet qui a contribué à l'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation à travers la construction de plusieurs infrastructures, dont le siège du projet, 5 collèges, 5 blocs administratifs, un laboratoire, 474 salles de classe, 260 blocs latrines, 33 puits, 28 addictions d'eau. Et à cela, il faut ajouter l'acquisition de plusieurs matériels roulants et informatiques. La Banque islamique de développement a aussi contribué à la formation de 1233 enseignants du premier et second degré et au recrutement de 813 enseignants contractuels, à la formation de 50 conseillers pédagogiques. La Banque islamique de développement a aussi financé les projets de développement de l'éducation bilingue franco-arabe et la formation en caractère arabe PRODEFA 1 et 2 d'un coût global de 16 430 731 520 francs qui ont permis de construire et d'équiper des centaines de salles de classe, des blocs administratifs, des laboratoires et de former de nombreux enseignants et encadreurs, d'équiper aussi en moyens pédagogiques, en moyens roulants et informatiques les différentes structures du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues. Le président de la Banque islamique du développement a pour sa part salué la mobilisation des autorités et des populations au cours du présent déplacement avant de souligner que l'éducation des enfants du Niger reste et demeure une des préoccupations partagées des autorités nigériennes et des responsables de la BID au plus grand bonheur des populations. Alhamdulillah, مستقبل هذه البلاد مستقبل واعد فهناك الخيرات الحمد لله وتتسع هذه الخيرات
سواء من ناحية التعدين، من ناحية النفط، من ناحية الزراعة، وكل الذي تحتاج إليه هي العقول، وهذه لا تأتي إلا بالتعليم والتعليم وحده. Notre pays, le Niger, est riche en matière de ressources naturelles, en mines. Tout ce qui nous manque, c'est l'énergie, c'est le savoir-faire. Et c'est à travers l'éducation qu'on peut l'acquérir pour aspirer à changer réellement nos conditions de vie. Rappelons que l'école franco-arabe de Boubon, dénommée Madrasa Dr Ahmed Mohamed Ali, qui a ouvert ses portes en 2000 avec un effectif de 67 élèves, dont 31 filles, compte aujourd'hui 271 élèves, dont 144 filles.